Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un one-shot payant. Ouais, vous avez bien entendu. Des joueurs ont sorti la carte bancaire pour vivre une aventure et ce qu'ils ont obtenu ressemble plus à un fiasco qu'à une session JDR Pro. Alors accrochez-vous, parce que tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné et ça leur a coûté 50 balles. Un de mes meilleurs amis, Kit, a un collègue qui a commencé à faire payer des one-shots de D&D dans un bar à jeux du coin. 10$ chacun pour une session de 3 heures. Kit s'est inscrit et m'a proposé de venir aussi, et notre première partie s'est plutôt bien passée. C'était très dirigiste et très orienté baston, logique pour un one-shot, et le MJ nous a envoyé une horde absolument gigantesque d'ennemis alors qu'on n'était que niveau 3. Mais on a malgré tout survécu et gagné. Globalement, j'ai passé un bon moment, mais j'aime aussi vraiment l'aspect roleplay de D&D, donc j'étais pas sûr que ce format soit pour moi. J'ai pas non plus été fan de l'insistance du MJ sur l'idée qu'un 1 naturel te blesse toi ou tes alliés, règle maison qu'il n'avait même pas expliqué avant de commencer. Pour vous dire, mon pauvre moine a réussi à se transpercer lui-même avec une lance en infligeant les dégâts maximum. Il s'est littéralement fait plus mal à lui-même que n'importe lequel des ennemis. Bref, la fois suivante où ce MJ organisait une session, j'ai voulu retenter quand même. J'ai du mal à sortir de ma zone de confort et à dépasser mon anxiété, donc je voulais me forcer à essayer encore une fois, au cas où mon ressenti de la première fois n'était qu'un effet du stress. Moi, Kit et notre ami commun, M, sommes allés à cette deuxième session. Je jouais Setlet, un Yuan-Ti clair de l'attendre niveau 3, c'est les règles de D&D 5ème édition sorties en 2024, et M jouait sa sœur paladine, encore plus reptilienne que lui. Les autres joueurs étaient aussi niveau 3, notre objectif, entrer dans une forêt plongée dans les ténèbres magiques pour récupérer le trésor d'une bande de brigands, même si Setlet, lui, était surtout là pour purifier la forêt de ce qui la corrompait. Pour commencer, le MJ avait du retard et n'a même pas regardé nos fiches ou demandé nos classes avant de démarrer. Il a juste posé son matos sur la table et s'est lancé. Probablement une erreur. Sur le chemin, on est tombé sur quelques ennemis, un hibours et 3 araignées géantes, puis on a rencontré un groupe de kobolds. Le MJ voulait simplement qu'on les combatte aussi. Ils étaient super agressifs et ne parlaient que draconique, sauf que, Setlet parle draconique. Sa sœur avait choisi une autre langue, mais moi je pouvais communiquer avec eux. On a fini par les convaincre de nous laisser passer en leur promettant le cadavre du hibours qu'on venait d'abattre, ainsi qu'une jolie fiole d'eau bénite. Et honnêtement, ça faisait du bien de pouvoir éviter un combat pour la première fois en 2 sessions. Le MJ avait l'air étrangement contrarié par ce choix, mais il a rien dit et nous a laissé faire, donc j'ai supposé que j'étais trop sensible sur ce coup. On a finalement atteint une grotte remplie de trésors, on a tout ramassé et quand on a voulu ressortir, toutes les torches se sont éteintes. Ténèbres totales, un noir magique. Impossible de rallumer quoi que ce soit, même ceux qui avaient la vision dans le noir ne voyaient rien. Là j'ai compris que j'avais l'occasion parfaite d'utiliser mon conduit divin, Radiance de l'Aube. J'ai annoncé ça toute contente. Pour contexte, voilà ce que fait cette capacité. Pour une action, vous présentez votre symbole sacré et toutes les ténèbres magiques dans un rayon de 9 mètres autour de vous sont dissipées. En outre, chaque créature hostile dans un rayon de 9 mètres autour de vous doit réaliser un jet de sauvegarde de constitution. Une créature prend 2d10 plus votre niveau de clair en dégâts radiants en cas d'échec, ou la moitié de ses dégâts en cas de réussite. Une créature qui dispose d'une couverture totale vis-à-vis de vous n'est pas affectée. Le MJ a clairement tiré la tronche, et même si j'ai réussi à dissiper l'obscurité et à révéler nos ennemis, il a statué que puisque je ne les avais pas vus avant qu'ils soient révélés, je n'avais pas le droit de leur infliger les dégâts radiants. Il m'a aussi demandé combien de fois je pouvais utiliser ce conduit divin. J'ai dit encore une fois. Et il a répondu « Ok, nouvelle mission, tuer le clerc ». Il a aussi demandé en plaisantant pourquoi Kit m'avait invité et lui a dit de ne plus m'inviter. J'ai ri mais ça m'a fait culpabiliser, comme si j'avais fait quelque chose de mal juste en utilisant la capacité de ma sous-classe. Les ennemis révélés étaient entièrement faits maison, et il nous a dit fièrement qu'il les avait créés dans sa phase cruelle, ce que je traduirais par connerie absolue. C'était aberrant. Kit lui-même a dit qu'ils avaient l'air complètement surpuissants et le MJ n'a rien contesté. C'était des sortes de fantômes d'ombre avec une aura de 6 mètres de ténèbres magiques. Si tu entrais dedans, ils devenaient totalement invisibles et toutes les attaques contre eux se faisaient avec des avantages. Leurs attaques à eux, elles touchaient automatiquement. Pas de jet d'attaque, pas de jet de sauvegarde, juste pouf, ça touche. Et les dégâts étaient délirants. À chaque attaque, le MJ lançait un D6 et ce résultat déterminait la taille des dés de dégâts. Sur 1, 2d4, sur 2, 2d6, jusqu'à 6 pour 2d20. En plus, il pouvait charmer un PJ pour le forcer à attaquer ses alliés, voire le posséder. Heureusement, dans la grotte, il n'était que 2, donc c'était, disons, à peine faisable. Jusqu'à ce qu'on sorte et qu'on en trouve 8 à 10 de plus qui nous ont pris en embuscade. On était 6 joueurs, mais tous niveau 3, et 2 étaient débutants.
4 sur 6 étaient des combattants de mêlée. Ils n'avaient que 13 en classe d'armure, mais avec le désavantage constant et leur PV élevé, ils étaient ultra longs à tomber. Et le MJ a alors ajouté que leurs attaques étaient impossibles à soigner parce que dégâts nécrotiques. Encore une règle maison non annoncée au début. Super, génial, adieu les soins de Montclair. Et bien sûr, les 1 naturels te faisaient encore te blesser toi ou un allié. Pendant ce combat final, dehors, le MJ a replaisanté sur le fait de cibler mon perso, puis il a vraiment fait. Il a tenté de charmer Sethless pour l'obliger à attaquer ses alliés, raté. Il a ensuite essayé de charmer la sœur de Sethless pour qu'elle tue spécifiquement Sethless, raté aussi. Alors il a envoyé un 3e ennemi lui mettre une attaque automatique à 2d12 dégâts, me retirant 13 PV sur mes 24 en un coup. Un joueur a eu une brillante idée, lancer des bouteilles d'alcool sur les ombres depuis l'extérieur de leur zone pour qu'on puisse les repérer à l'odeur. Il a fait un naturel et le MG a décidé que la bouteille heurtait la tête du moine de Kit. Juste comme ça. Pas de jet pour toucher, pas de CA, pas de parade de projectiles. Kit a protesté, vu que son moine était super en dex et qu'elle s'attendait à un lancer d'objets. Le MJ est revenu en arrière, mais quand même, sérieusement. Après un combat interminable et douloureux pendant lequel j'ai utilisé ma dernière radiance de l'aube de la façon la plus intelligente possible, on a fini par gagner. Contre toute attente, le MJ n'a réussi à tuer personne. Mais c'était vraiment ni fun ni satisfaisant, surtout pour les combattants au corps à corps. C'était évident qu'ils voulaient juste massacrer nos persos. J'aurais peut-être pu pardonner une partie de tout ce bordel si j'avais pas payé pour jouer. J'attends pas d'être traité comme une déesse, mais un minimum de professionnalisme aurait été le bienvenu. Le MJ nous a expliqué qu'il maîtrisait surtout pour des groupes d'enfants à la bibliothèque du coin, donc je sais pas, ça explique peut-être certains trucs. Il y avait aussi ce délire où il utilisait une montée de niveau par XP, mais sur toutes les parties qu'il maîtrisait. Donc certains joueurs issus d'autres parties montaient de niveau et d'autres non. Il a aussi donné du loot à certains d'entre nous qui étaient censés être réutilisables dans des one-shots totalement indépendants. Bref, j'ai rien compris et c'était bizarre. Quoi qu'il en soit, c'était ma dernière partie avec ce MJ et je compte pas participer à l'une de ses futures sessions. C'est clair que son style ne colle absolument pas avec le mien, j'ai la chance d'avoir 2 autres excellents MJ dans ma vie et j'ai pas besoin de mauvaises sessions de D&D. Dans cette histoire, je suis au moins contente de m'être forcé à sortir de ma zone de confort, c'est déjà ça. Si t'as aimé cette vidéo, sache qu'il y en a 29 autres du même acabit sur la chaîne, et si au passage tu peux mettre un petit like pour m'aider à atteindre d'autres listes, ça serait super sympa. Merci beaucoup en tout cas. Bon, cette histoire c'est exactement pour ça qu'un MJ doit chercher un retour de ses joueurs et accepter de s'y confronter. Parce qu'on peut très vite s'imaginer qu'on propose une expérience incroyable au point de la faire payer, alors qu'en réalité on colle juste à nos joueurs un mauvais moment. Bon, bien sûr, l'inverse existe aussi. On peut se croire nul, se mettre une pression folle, avoir l'impression d'avoir complètement saboté la partie, alors que les joueurs, eux, dans leur coin, ils passent une excellente soirée. Je pense que ce piège, il vient du fait que le MJ, il a jamais le même regard que les joueurs. Parce que lui, il voit les raisons derrière chaque scène. Les informations à glisser, les moments où la tension doit monter, les respirations, les outils pour relancer l'intrigue ou donner de la liberté. Et à force de suivre ces micro-objectifs cachés, on peut perdre de vue l'essentiel. Les joueurs, eux, ils ont qu'un seul critère pour juger la partie, c'est est-ce que je m'amuse ? C'est simple, brut, et finalement c'est ce qui compte le plus, parce qu'on est tous là pour ça. Donc si vous êtes MJ en fin de session, demandez systématiquement à vos joueurs s'ils ont passé un bon moment. Demandez-leur ce que vous pourriez améliorer, écoutez, faites le tri, et intégrez ce qui peut enrichir votre manière de jouer. Et si vous êtes joueur, même si c'est pas toujours simple, essayez de guider votre MJ. Donnez-lui un retour concret, honnête, mais toujours avec bienveillance évidemment. Allez, et pour l'histoire bonus, après avoir traversé ce cauchemar JDResque, on va se rincer l'âme. Je vous propose une histoire où MJ et PJ sont parfaitement accordés et construisent ensemble l'une des sessions les plus mémorables dont on puisse rêver. C'est ma première fois en tant qu'MJ pour mon groupe et aussi ma première vraie campagne. On l'a fait tourner depuis presque 2 ans maintenant, on a commencé avec un simple module qui a ensuite pris beaucoup plus d'ampleur et quand Vecna au seuil du néant est sorti, on a décidé de poursuivre l'histoire à partir de là. Dès le début, je savais que je voulais relier la fin au tout premier moment de la campagne. Je pensais juste pas que ce moment arriverait au milieu de l'aventure. À la séance 1, j'ai demandé aux joueurs de m'aider à créer un 6e membre du groupe que je contrôlerais. Ils ont tout choisi, la classe, la race, jusqu'à une difformité physique. C'est comme ça que Zent est né. Il est devenu immédiatement le chouchou de la table. La première séance couvrait de la rencontre des personnages jusqu'à 1 an plus tard. À la fin, on pouvait considérer que leurs persos étaient déjà des amis proches, mais 6 mois après le début de leur histoire commune, Zent est mort dans une embuscade. Ce moment a marqué tout le monde, les joueurs l'ont jamais oublié. Il trinque encore en son honneur pendant les fêtes,
Ils lui ont construit un hôtel dans leur hall de guilde et ont même tenté un rituel de résurrection le jour sacré de Kelemvor. Tout ça pour un PNJ qu'ils avaient connu à table à peine le temps d'1 heure. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que depuis le début, mon plan était que le grand méchant réécrive l'histoire pour que Zent survive. Les joueurs ont stoppé l'invasion du royaume lointain et sont revenus pour découvrir une réalité changée. Zent n'était jamais mort, l'embuscade qu'il avait tuée avait été déjouée et l'histoire avait pris un tout autre chemin. Je leur ai dit que c'était désormais leur réalité, la seule que leur personnage connaissait, puis j'ai remonté les grands moments de la campagne en montrant comment la survie de Zent les avait transformés. Un PJ qui était mort autrefois était maintenant vivant. Un autre n'avait plus de fils perdu de vue, cet enfant n'existait pas dans cette chronologie. Et le supposé grand méchant était, dans cette réalité, le leader adoré du groupe. La séance s'est terminée sur un énorme cliffhanger et mes joueurs ont eu 2 semaines pour cogiter là-dessus. Pendant la pause, j'ai reçu des centaines de questions. Alors rien de ce qu'on a fait ne compte ? On recommence tout ? Ma seule réponse : faites-moi confiance, je ne détruis pas ce qu'on a construit ensemble. À la séance suivante, tout le monde est arrivé confiant et prêt à jouer à fond. Ils ont embrassé cette réalité à 200%. Ils encensaient le grand méchant, ont modifié la dynamique du groupe pour faire de Zent leur chef et ont même rétrogradé leur ancien chef en secrétaire. La table pleurait de rire. Maclaire, qui avait lentement sombré dans la nécromancie au fil de 2 ans de campagne, est redevenue instantanément pieuse et dévouée parce que dans cette réalité, sa dérive n'avait jamais eu lieu. Et à la fin, les personnages ont compris qu'ils étaient déplacés de leur véritable ligne temporelle et ont soudain retrouvé tous leurs souvenirs. Le RP qui a suivi, le choc, la peine, la joie de revoir Zent vivant, a été parmi les moments les plus forts que j'ai jamais vécu à table. C'était un énorme pari et les joueurs étaient sceptiques, mais ça a payé. 3 d'entre eux m'ont déjà dit que c'était la meilleure séance de D&D qu'ils aient jamais jouée. Et je l'ai senti moi aussi, l'énergie à la table était électrique. Maintenant les enjeux sont plus élevés que jamais. Le grand méchant est sur le point de restaurer Vecna. Zent, sachant qu'il n'était jamais destiné à vivre, est voué à se sacrifier grâce à un souhait, choisissant de mourir au moment où il aurait dû mourir. Ce sacrifice préparera l'ascension de Vecna dans la 2e moitié de la campagne et donnera à Zent la fin héroïque qu'il a toujours méritée. Honnêtement, jouer avec les timelines en JDR, c'est toujours un terrain glissant. À un moment ou à un autre, on a besoin que les PJ réagissent dans un certain sens pour garder la cohérence intacte, mais on n'a aucune envie de devenir un genre de marionnettiste qui pousse les joueurs dans la direction nécessaire. C'est un équilibre difficile et quand ça rate, ça se voit tout de suite. Là, ce MJ, il a pris le risque en pleine face, mais on sent que la confiance autour de la table était solide. Les joueurs, ils ont accepté la proposition, ils ont joué le jeu à fond, et la table entière s'est laissée porter par l'idée. Et c'est ça qui a créé un moment pareil. Tout le monde s'aligne, tout le monde y croit, et ce qui pourrait être un artifice bancal devient un moment parfait, chargé d'émotions. Franchement, bravo à eux, ça donne super envie. Petit conseil au passage, si vous voulez vous lancer dans une intrigue temporelle, il y a la campagne Invincible en Héros et Dragons qui gère ça plutôt bien. Elle accuse un peu son âge, mais la structure elle est vraiment efficace pour éviter tous les paradoxes. J'en dis pas plus pour pas spoiler. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez aimé la première histoire, voici celle d'un MJ encore pire, qui non seulement réclame de l'argent alors qu'il ne le mérite clairement pas, mais le fait de manière indécente sur Twitch. Bref, c'est du grand délire. Allez, à la semaine prochaine.